Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 65e jour de course et arrivé ce matin de Charlie Dalin, vainqueur de cette édition 2024-2025 de ce Vendée Globe. Il est arrivé ce matin aux alentours de 8 heures, quasiment quand le soleil se levait, les images étaient même magnifiques. Victoire de Charlie Dalin, on va revenir un petit peu sur sa course, là où s'est construit sa victoire également, on essaiera de savoir. Puis on parlera de la fin de course de Johan Richow, de tous les autres concurrents, avec parfois des petits problèmes techniques encore aujourd'hui pour certains, et on reviendra sur les conditions météo comme d'habitude, même si cette vidéo sera pas forcément dans le même ordre que celle que les précédentes. Bien entendu, on va revenir en détail sur la victoire de Charlie Dalin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Notamment des vidéos cyclisme ce soir, Ineos, la présentation. On reprend les présentations parce que je m'aperçois qu'il me reste plus beaucoup de temps avant le Down Under. Je pense que ça sera pas fini avant le Down Under. J'aurais bien aimé que ça soit fini avant le Down Under, mais bon. J'ai peur que les dernières présentations d'équipes World Tour se fassent pendant le Down Under et ensuite il y aura les équipes de deuxième division. Bien entendu, avec le mois de janvier qui a été assez chargé, il y a des petits décalages dans toutes les présentations. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche. Plus vous cliquez vite sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Ce soir également le Dakar, avec une nouvelle étape où il y a eu encore des petites surprises du côté du classement général, avec un nouveau leader du côté de la catégorie auto. On commence tout de suite avec ce Vendée Globe. Quelle édition du Vendée Globe, quelle édition du Vendée Globe encore, et c'est loin d'être fini. Je rappelle qu'il y a encore pas mal de bagarres. Quel vainqueur aussi, Charlie Dalin, qui peut se vanter d'être le seul avec Michel Desjoyaux à avoir passé 2 fois la ligne en première position. La différence avec Michel Desjoyaux, c'est qu'il l'a fait 2 fois consécutivement. Alors, il faut quand même rappeler aussi que le bateau de Michel Desjoyaux en 2000 avait gagné aussi en 2004. Ce qui là aussi reste une grande performance, mais pas avec Michel Desjoyaux, c'était avec Vincent Rioux, Vincent le Terrible du côté de PRB. Que dire de la course de Charlie Dalin? Ça a été une grande course parce qu'il a été solide. Il est rarement sorti du top 5 en fait quand on regarde bien sur sa course. Il est 250 fois je crois en tête au niveau des pointages, plus de 250 fois en tête au niveau des pointages. On lui a pas rendu la tâche facile du côté des adversaires, ça c'est clair net. Johan Richow s'est accroché, Sébastien Simon aussi dans un premier temps, et puis il y a toujours eu une grande bagarre. Ça n'a pas été forcément le plus rapide, le plus performant sur une journée, mais ça a été le plus régulier. C'est ça qui a fait la différence, c'est la régularité en fait de Charlie Dalin. Il n'avait pas forcément le bateau le plus rapide, PRB a été plus rapide, Johan Richow a été plus rapide aussi. Mais il a été le plus régulier. Le plus régulier sur ce Vendée Globe, c'est la régularité qui a payé. Il a rarement eu des mauvaises journées. Il a eu aussi assez peu de problèmes. En fait, à part son problème de voile, il a eu un petit souci de voile à un moment, mais il a eu assez peu de soucis. Ça récompense un grand navigateur, Charlie Dalin, parce que depuis qu'il est arrivé en IMOCA, il a quasiment tout gagné. Il a rarement été en difficulté, Charlie Dalin. Le seul grand rendez-vous qu'il a manqué, c'est parce qu'il était blessé. Enfin, voilà, il faut dire la vérité. À chaque fois qu'il a été au départ d'une course, il a été dangereux. Et rarement en dehors des 2-3 premières. Alors c'est vrai qu'on disait que c'était pas un gagneur, Charlie Dalin. C'est ce qu'on lui reprochait un petit peu, parce qu'il avait souvent perdu dans le Money Time, dans les derniers moments de course. Je crois qu'il a beaucoup bossé là-dessus. Et puis je pense que la deuxième place du Vendée Globe, même si encore une fois il avait été très fair-play ce jour-là, il l'avait là au niveau de la gorge, mais vraiment au travers de la gorge, parce que les conditions de course avaient fait que s'il avait gardé son avance en fait du Cap de Bonne-Espérance il y a 4 ans, il gagnait la course.
Sauf que à chaque fois c'était revenu de l'arrière, la remontée de l'Atlantique avait été très compliquée. Même la fin du Pacifique en fait avait été assez lente, ce qui avait permis en fait à beaucoup de concurrents de revenir. Je pense à Louis Burton, je pense à Isabelle Yoshke même qui était revenu de l'arrière. Jean Le Cam était revenu de l'arrière et l'avance qu'il avait pris en fait en fin d'Atlantique Sud, il l'avait complètement perdu sur la suite. Mais Charlie Dalin, c'est une victoire qui est totalement méritée. Le mec vient pas de nulle part, encore une fois, il faisait partie des favoris. J'en avais parlé même lors de la présentation des concurrents, j'avais dit c'est peut-être l'archi-favori. Moi je le mettais pas archi-favori parce que je me méfiais vraiment du Johan Richomme, j'avais misé une petite piécette en fait pour tout vous dire sur Johan Richomme, ça s'est pas joué à grand chose. Mais c'est vrai que je disais à chaque fois attention à Johan Richomme, mais en vérité Charlie Dalin, il avait l'expérience d'un Vendée Globe déjà. Il avait un bateau qui était efficace, qui était en fait une évolution de son bateau précédent qui était déjà très efficace. Et on savait qu'il faisait partie des archi-favoris, mais entre être archi-favori et gagner, c'est pas forcément si évident que ça. Ça avait été pas si facile pour Armel Lecléache, par exemple en 2016-2017, qui était pourtant archi-favori cette année-là. C'était pas si facile pour Michel Desjoyaux en 2008-2009. Et il y a des archi-favoris qui s'étaient plantés il y a 4 ans. Donc c'était pas si évident que ça. Il fallait tout mettre en place. Je crois qu'il y a eu aussi une grosse réflexion sur l'approche du Vendée Globe par Charlie Dalin. Je trouve qu'il a eu une approche où il s'est dit j'ai fait des choses très bien en 2020, mais il y a des choses que j'ai ratées. Et en fait, son Vendée Globe de 2024 est une évolution de son Vendée Globe de 2020. Il s'est servi de l'expérience qu'il avait acquis en 2020 pour modifier son bateau. Il s'est servi de son expérience de 2020 pour modifier, je pense, son approche de l'avant-course sur sa préparation finale. Et il s'est servi de 2020 pour même faire sa préparation en fait sur les 3-4 dernières années du côté de Charlie Dalin. En fait, c'est vraiment le Vendée Globe de 2020 a posé les bases de 2024. Ce qui n'a pas été le cas, je pense, chez tous les concurrents. Il a vraiment repensé sa manière de préparer le Vendée Globe. En 2020, il y a quelques erreurs qu'il a commises. Peut-être un peu trop d'impatience dans l'Atlantique Sud. Là, il est resté très calme. Peut-être qu'une préparation au niveau du bateau où il a vu des pièces qui avaient cassé, des choses qui avaient cassé, il a modifié ça. L'aspect de son bateau a été modifié également. Mais il n'a pas jeté en fait son Vendée Globe précédent. C'est pas parce qu'il a fini deuxième qu'il s'est dit allez, je repars d'une page blanche. Pas du tout. Il est reparti en fait de 2020. 2024 est une évolution de 2020. Déjà qu'il avait été très fort en 2020, ça a été mieux. Malgré le fait qu'il est tombé sur un os qui s'appelait Johan Richomme. L'os, il a été sur la deuxième partie de Vendée Globe, il a été toujours très près, cet os-là. On sent quand même que c'était un soulagement à l'arrivée de Charlie Dalin. C'est un gros soulagement parce que je pense que ça fait depuis quelques années quand même qu'on lui parle de ses deuxièmes places et puis que ça n'a quand même pas été si facile que ça parce que certes je disais c'était l'archi favori mais c'est vrai qu'il y a eu une blessure, il y a eu une non-participation à la Route du Rhum, au retour à la base aussi du côté de Charlie Dalin. Il n'a pas fait ces 2 courses-là. L'année dernière n'avait pas été si facile que ça. Il avait une blessure qui l'avait empêché. Alors, on n'a jamais vraiment trop su même la nature de cette blessure. Je pense, moi j'ai toujours pensé que ça devait être un trauma crânien, mais on n'a jamais eu vraiment totalement l'information complète sur cette blessure. Et puis oui, tu sentais que 2020 était resté en travers de la gorge, donc il y avait l'envie du côté de Charlie Dalin et il y a un vrai soulagement à l'arrivée parce que on a vu quand même Charlie Dalin gagner quelques courses. La joie qu'il avait à l'arrivée de ce Vendée Globe, c'est la joie certes de remporter la course la plus importante de la catégorie, mais c'est aussi le soulagement de 4 ans où on t'a parlé que de ta deuxième place quasiment à chaque interview, à chaque
À chaque fois qu'il était dans les médias, on disait c'est le mec qui a fini deuxième. Et lui, il savait qu'il avait fini deuxième, mais en même temps, il avait passé la ligne en première position. Mais ça faisait depuis 4 ans qu'on lui parlait que de ça. Je crois qu'il y a un double soulagement. Certes, je gagne un objectif de carrière depuis quelques années, mais aussi le soulagement de on va arrêter de me parler du Vendée Globe d'il y a 4 ans, quoi. Et ça va lui faire, je pense, beaucoup de bien. Bon, du côté de Charlie Dalin, on avait déjà rendu pas mal hommage à Charlie Dalin. Où s'est construit sa victoire à Charlie Dalin? Bah, on va refaire le chemin à l'envers. Hop, on repart du départ. Hop, nous sommes le 10 novembre. On part des Sables d'Olonne dans des conditions avec très peu de vent. Hein, on va pas se souvenir. On va pas se mentir. Et puis, on arrive jour 1. Vous voyez, il est déjà en tête de la course. Quand je disais qu'il a rarement été en dehors du top 5, c'est que vous voyez, il a rarement été en dehors du top 5. Départ où il prend déjà une première option en termes de vitesse, c'est ce passage à l'intérieur du Cap Finistère, à l'intérieur de la zone interdite, ce qui est une prise de risque à ce moment-là, ce qui lui permet déjà, c'est vrai qu'on oublie, mais après une journée de course, il avait déjà 30 000 d'avance, quasiment, Charlie Dalin. Il se retrouve voilà, dans une situation où après 20 heures de course, il se retrouve à avoir 30 000 d'avance sur tout le monde. Et puis, il va se faire rattraper par Goodchild, par Ruyant, sur le portant, avec des bateaux qui sont très efficaces dans ces conditions-là. Mais on voit, il arrive à bien limiter la casse. C'est vrai que je pense que là, Ruyant, il a dû se dire... Ah bah il n'arrive pas à sortir quoi du sillage de Dalin, et Dalin se fait pas larguer, alors que normalement Dalin dans ces conditions-là de vent portant, ça devait être les autres qui devaient être plus rapides. Alors ensuite on voit il y a le retour de Nicolas Luneven quand ils arrivent à Madère, mais vous voyez il est toujours en tête de la course. Bon ensuite ça va être plus compliqué, il va y avoir cette fameuse zone de molle, alors là on la voit pas encore, mais cette zone de molle qu'il va falloir contourner. Autour des Grandes Canaries, alors c'est pas encore tout de suite, mais vous voyez, là tout le monde est obligé de partir plein ouest, parce que sur la trajectoire idéale, eh bien c'est compliqué. C'est peut-être la seule erreur, même un petit peu de la course de Charlie Dalin, c'est qu'il voit l'option ouest un peu plus tardivement que d'autres. Donc c'est vrai que ça profite à Thomas Ruyant, ça profite à Goodchild, qui à ce moment-là passe en tête avec un petit peu d'avance. C'est là où il prend un peu de... C'est ça peut-être sa seule erreur du Vendée, c'est qu'il voit l'option ouest un peu tardivement et il part avec un petit temps de retard sur les autres. Mais c'est une légère erreur. Donc ensuite, il y a cette fameuse zone de molle où tout le monde s'enterre. C'est là où ça va être le plus compliqué. En fait, il se retrouve long en classement, en dehors du top 10, mais en vérité, c'est parce qu'il y avait ce fameux décalage par rapport à la route idéale. On en avait parlé pas mal à ce moment-là. J'avais dit le classement se fait par rapport à la distance au but. Eux, ils étaient partis plein ouest, donc en fait, ils descendaient pas au sud à ce moment-là. Or, ceux qui descendaient un peu plus au sud gagnaient du temps. On va vite voir que la situation va rentrer dans l'ordre assez vite au bout de 2-3 jours au niveau du classement général. Toujours ce début de course compliqué, il revient dans le top 5, certes derrière Jean Lecam, mais qui est parti avec son option Est du côté du Cap-Vert, et puis Sam Goodchild, Thomas Ruyant, mais il est toujours dans ce groupe de tête. Et je crois que c'est encore une fois cette régularité. On passe le poteau noir, bim bam boum, et on remonte très vite dans le classement, avec cette zone encore de molle, et il arrive, voilà, poteau noir qui n'a pas été hyper simple pour lui au départ. Hein, c'est vrai que ce passage de poteau noir, il perd un petit peu de temps dans ce passage de poteau noir. Et puis après, eh bien, c'est la fameuse course à la dépression avec le retour sur Goodchild. Je pense que là, il a vraiment tapé un petit peu au niveau du bateau pour pas laisser Goodchild partir. Il savait qu'il y avait, comme Richaume, hein, c'était des concurrents, pas laisser Ruyant partir, mais il savait comme Richaume que là, fallait pas laisser partir les concurrents. Et on voit que sur cette 10e journée de course, il accélère. Pourquoi? Parce qu'au bout de 14 jours, c'est la fameuse dépression de l'Atlantique Sud qu'il fallait choper aux alentours de Salvador de Bahia. Vous avez cette grande dépression qui va les catapulter jusqu'au cap de Bonne-Espérance quasiment, où là ils vont descendre à pleine balle.
Et là, vous voyez déjà, il y a peu de concurrents qui arrivent à suivre. Et surtout, il va passer en tête le cap de Bonne Espérance à ce moment-là. Même s'il a peu d'avance sur Ruyan, sur Richomme, sur Sébastien Simon, au fur et à mesure des manœuvres, au bout d'une vingtaine de jours de course. Et vous voyez que même Richomme et Sébastien Simon vont lui passer devant. C'est là où ce groupe de 4 va réussir à s'échapper par rapport à Bayou et Luneven. Donc ils ne sont plus 4 pour la bagarre à partir du cap de Bonne Espérance. On rentre dans l'Indien. Et là, il y a la fameuse tempête. C'est là où on va perdre Ruyan. C'est là où on a failli perdre Johan Richomme, même dans l'affaire. Lui, il décide de rester au sud et il va choper la tempête. Thomas Ruyan décide d'aller plein nord. C'est là où il va perdre la course, hein, Thomas Ruyan, sur cette option-là. Et Richomme décide aussi d'aller un petit peu plus nord. Lui, il reste au sud. Ils vont vraiment avec beaucoup de vent. Vous voyez, là, on va même dézoomer. C'est là où il va retrouver les conditions les pires. Charlie Dalin. Sauf que il arrive à rester devant le front. Ce que ne va pas réussir à faire Sébastien Simon, ce qui va certainement, je pense, un petit peu endommager son bateau à ce moment-là, lui, il arrive à le faire. C'est-à-dire qu'il arrive à rester devant le front parce que les conditions, en fait, sont un peu moins chaotiques que ce qui était prévu dans les fichiers. Ça reste quand même rock'n'roll. Le problème, en fait, c'est Johan Richomme, lui, va tomber dans des conditions qui vont être très dures. Il avance pas, Thomas Ruyan non plus. Et comme ils se sont éloignés de la route idéale, eh bien, ça permet de gagner un petit peu de temps pour Charlie Dalin, qui lui est un petit peu plus proche en fait, de la zone d'exclusion arctique. Et comme je vous avais dit, la zone d'exclusion d'Arctique, en fait, c'est le plus court pour faire un tour du monde, enfin pour faire le contournement de l'Antarctique. Donc c'est là où là, il va gagner beaucoup de temps, Charlie Dalin, sur cette option-là. Vous voyez qu'à un moment, Johan Richomme est à 600 000 quasiment de retard. Là, il va faire la différence. Hop, vous voyez ici, avec cette remontée d'Indiens et surtout des conditions qui auront été en fait meilleures pour Charlie Dalin que pour Johan Richomme. On rentre ensuite dans le Cap Lewin où il passe en tête, vous voyez. Il continue à augmenter son avance sur Sébastien Simon, c'est normal. Sébastien Simon, à partir de ce moment-là, n'a plus qu'un foil. Donc il peut plus suivre le rythme. Johan Richomme, lui, il cultine en fait son retard qu'il a eu précédemment. Sauf que le problème de Charlie Dalin, c'est qu'il n'a pas réparé totalement son bateau. Il n'a pas pu entretenir son bateau les jours précédents parce que les conditions étaient tellement dures qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Là, il a vraiment souffert physiquement et il a besoin, on va dire, un petit peu d'un moment d'accalmie, d'un petit moment de repos. Ce qui va permettre à Johan Richomme de revenir et surtout, il a besoin de réparer sa voile. C'est le seul gros problème qu'il a eu, enfin annoncé, pendant ces 64 jours de course. Et là, ça va permettre à Johan Richomme de revenir, qui va surtout faire une grosse journée aussi à l'attaque avec Sébastien Simon. Donc là, on rentre dans l'océan Pacifique. Le gain qu'il a eu en fait à la fin de l'Indien, Richomme l'a repris. Sébastien Simon aussi est revenu dans ce petit combat. Sauf que Sébastien Simon, il aura du mal à suivre la cadence, surtout en fait à partir du point Nemo. Vous allez voir que là, Charlie Dalin et Johan Richomme vont réussir à s'éloigner à partir du point de Nemo. Et là, on élimine Sébastien Simon. Un Vendée Globe, c'est une course d'élimination par l'arrière. On arrive au Cap Horn, dans des conditions vraiment plutôt tranquilles par rapport à ce qu'ont eu d'autres concurrents. Et surtout, après le Cap Horn, on attaque la remontée. Sauf que vous voyez qu'au Cap Horn, c'est quasiment égalité avec Johan Richomme. Il est revenu, Johan Richomme, sur cette fin d'océan Indien. La remontée, au départ, elle profite à Johan Richomme. Vous allez voir, c'est là où il va prendre le plus de retard. À ce moment-là, je dis 100 000 de retard. Faut pas qu'il laisse beaucoup plus partir Johan Richomme parce que il s'en est bien sorti. Sauf qu'en fait, Johan Richomme, il va se fatiguer à prendre cette avance-là et surtout, il va buter dans cette zone de molle ici. Ce qui permet à Charlie Dalin de revenir. Mais pour le moment, la victoire n'est toujours pas actée. Vous allez voir que la victoire, elle va s'acter un petit peu plus tard entre Charlie Dalin et Johan Richomme. Là, vous voyez, on remonte encore. Il y a pas mal de vent pour le moment, ce qui fait que Johan Richomme arrive à avancer un petit peu plus vite par rapport à Charlie Dalin. Et vous allez voir que ça va se passer un petit peu plus tard dans cette remontée d'Atlantique Sud. Là, on retombe dans une zone de molle. Johan Richomme retombe dans une zone de molle et c'est là où va se faire la gagne. C'est lors de ce 50e jour de course. Pourquoi Charlie Dalin va choper les alizés avant Johan Richomme? On va zoomer même un petit peu plus en détail. Il va prendre une option légèrement plus est à ce moment-là, ce qui va faire la différence. Et vous allez voir que là, en un jour quasiment,
il va prendre 60 000 d'avance. Voilà, quasiment. Entre ce 50e et ce 51e jour de course. Pour moi, c'est là où il gagne, ce Vendée Globe. C'est sur cette action-là, donc sur ce 50e jour de course, où il va faire la différence par rapport à Richomme. Et ensuite, Richomme, il sera toujours en train de courir après Charlie Dalin. Mais il n'arrivera jamais à revenir sur Charlie Dalin. Surtout qu'en plus, Charlie, là, vous voyez, il est toujours en train de courir derrière. Alors, il va se rapprocher à 45, 50 000, mais il n'arrivera jamais vraiment à revenir. Et puis ensuite, on arrive là sur les Alizés, vraiment à proprement parler. Et là, le bateau de Charlie Dalin, eh bien, a très bien fonctionné dans les Alizés. C'est-à-dire Alizé d'Atlantique Sud, Alizé d'Atlantique Nord. Son bateau a été efficace, certainement avec cette configuration de bateau un petit peu différente, c'est-à-dire très large et très fin à l'arrière. C'est un bateau qui est très très fin de l'arrière. Il est très large au milieu, très fin à l'arrière. Cette configuration-là de bateau a été hyper efficace dans les Alizés et dans ces situations de vent. Et là, on va voir, il continue à reprendre de l'avance, 130 000, 125 000, passage du poteau noir qui ne va pas le mettre en difficulté, même si Johan Richomme revient. À chaque fois qu'il y a des zones techniques, Richomme revient, sauf que vous avez toujours cet écart de 60 000 qui a en fait été chopé, encore une fois, entre le 50e et le 51e jour de course. Et là, vous voyez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, sauf que le bateau est plus efficace, hein, le bateau de Charlie Dalin. On passe le long du Cap Vert, quasiment route directe encore une fois. Il tape un petit peu de zone de molle avant Richomme, ce qui va permettre à Richomme de revenir à 150 000. Sauf que c'est à ce moment-là que Richomme quasiment va perdre sa voile, donc ça lui refaire perdre du temps. Et là ensuite, il n'arrivera jamais à revenir. Hein. Richomme, vous voyez, il court toujours derrière, jusqu'à l'arrivée. Mais en fait, l'erreur, elle se passe entre le 50e et le 51e jour de course. Pourquoi? Johan Richomme a fait beaucoup d'efforts dans l'Indien. Dans le Pacifique, enfin surtout dans le Pacifique en fait, pour revenir par rapport à son retard du fait qu'il est monté voie nord. En fait, cette erreur et l'avantage qu'a pris Charlie Dalin dans cette route-là, c'est là déjà où gagne, on va dire, presque une première fois, parce qu'en fait, l'erreur qu'il va faire ensuite de choper les Alizés un peu après, c'est peut-être dû à un manque de lucidité. Le manque de lucidité est dû à l'effort qu'il a fait en plus par rapport à Charlie Dalin dans le Pacifique. Lui, il n'a pas pris de temps de repos par rapport à Charlie Dalin au niveau du Pacifique. Ce qui fait qu'il arrive plus fatigué. Mais pourquoi il est obligé d'attaquer plus dans le Pacifique? Parce qu'il a pris cette option nord qui n'a pas été payante. Donc en fait, pour moi, il y a deux endroits stratégiques dans la course de Charlie Dalin. Il y a ce fameux 50e, 51e jour de course. C'est vraiment là qu'il va faire la différence d'un point de vue comptable. Mais surtout, cette option sud, dans la fin de l'Indien, hein, quand il arrive avant le Cap Lewin, à prendre cette grosse tempête et à rester devant. En fait, il reste devant le front. Il ne va pas se faire manger. Sébastien Simon se fait manger, son bateau est endommagé. Lui, il arrive à rester devant. Il va moins endommager son bateau à ce moment-là. C'est là où il fait la différence, Charlie Dalin, par rapport à Johan Richomme. Donc ça s'est joué aussi sur l'expérience, hein, quand je disais le Vendée Globe de 2024 est une évolution du Vendée Globe de 2020, ça joue sur l'expérience, puisqu'en fait Johan Richomme s'est dit il faut que je fasse l'effort à l'Indien, il faut que je fasse l'effort dans le Pacifique jusqu'au Cap Horn, et après ça va peut-être être un peu plus facile au Cap Horn, sauf que encore une fois, comme je vous dis toujours, l'endroit le plus technique pour moi, c'est l'Atlantique Sud, c'est cette fameuse remontée de l'Atlantique Sud, c'est là où s'est fait la différence, dans beaucoup d'autres bagarres même, hein, on voit que c'est là où s'est fait la différence, c'est là où les écarts se sont faits ou ne se sont pas défaits, notamment dans le cas de Sébastien Simon, et c'est là où Charlie Dalin a été au-dessus dans cet effort qu'il a fait en plus à ce moment-là, où il a réussi à faire la différence par rapport, encore une fois, à Johan Richomme, par rapport à Sébastien Simon. Par rapport à Sébastien Simon, c'est le fait d'être resté devant la dépression. Par rapport à Johan Richomme, pour moi, c'est il chope les alizés un petit peu avant, enfin il chope du vent un petit peu avant, il arrive à ressortir plus vite. Il prend ensuite les alizés en premier, son bateau est plus efficace dans les alizés. Et ensuite, de 60 000, tu passes à 200. Mais en fait, ces 60 000 là, tu vois qu'il les a pas perdus au moment du poteau noir. Ça a été son petit avantage, en fait, son petit bagage d'avance qu'il a réussi à garder jusqu'au bout du côté de Charlie Dalin. Donc voilà, on a fait le retour de Charlie Dalin aujourd'hui. La météo pour Johan Richomme, on va passer à la météo. Après être revenu sur toute la course de Charlie Dalin.
petite coupure parce que vous savez que la vidéo là fait déjà 25 minutes. On passe donc à la météo du jour. Donc pour Charlie Dalin, décalage de son horaire d'arrivée, hein, ça sera plutôt cette nuit normalement que Johan Richomme va arriver. Vous voyez, hein, le vent est pas très fort. Pour Johan Richomme, d'une navigation qui n'est pas forcément facile. Du côté de Sébastien Simon, hop, lui, bah, ça va un peu s'améliorer. Donc je pense que, je ne sais pas s'il ira forcément en Bretagne. Je pense qu'il va monter comme ça et redescendre sur une trajectoire un petit peu plus directe. Si on regarde Charlie, et par rapport à Charlie Dalin et Johan Richomme, je pense qu'il va monter ici et redescendre comme ça. Il n'a peut-être pas besoin de monter en Bretagne. Du côté de Sébastien Simon. Sébastien Simon, ça devrait être dans une trentaine d'heures. Voilà, hein, si on regarde, mais avec des conditions où il devrait y avoir un peu plus de vent pour lui, pour atteindre les Sables d'Olonne du côté de Sébastien Simon. Derrière, la bagarre, elle est toujours là. C'est très serré entre ces trois bateaux. Paul Meillat, Sam Goodchild. Pour l'instant, encore une fois, on est dans des situations d'alizé, mais qui ne sont pas aussi bonne que ce qu'a pu avoir Charlie Dalin. On est sur des alizés un peu plus chaotiques, donc il faut bien gérer en termes de stratégie. Mais vous voyez, le vent est moins parfait, hein, il y a des zones un petit peu bleues, plus claires, c'est là où il y a un peu moins de vent pour ce petit groupe-là, qui attaque avec une Justine Métro qui est en train de nous faire un énorme poteau noir, et ça fait depuis 24 heures là qu'elle va beaucoup plus vite que Ruyant et Herman. Elle a retrouvé du poil de la bête. Ça sent le top 8, voire mieux pour Justine Métro qui accélère. Derrière, hop là, on retrouve les concurrents de Clarisse Kremer, Dutreux, Davis. Eux, faut qu'ils sortent très vite de cette zone-là. Donc eux, faut qu'ils cravachent dans les 24 prochaines heures, puisque vous voyez que le vent va être de plus en plus faible et qu'ils vont se retrouver dans du vent pas très performant. Donc eux, faut vraiment qu'ils cravachent pour se retrouver là au niveau du poteau noir. Voilà, donc au-dessus de l'équateur ici, et voilà, il va falloir vraiment cravacher. Celui qui arrivera à éviter ce moment-là de molle dans une trentaine d'heures pourra prendre un avantage décisif pour la suite de la course. On l'a vu avec Charlie Dalin notamment. Derrière, ça reste hyper chaotique. C'est ça. En fait, il y a une option ouest, une option est, hein, on a bien compris. Il n'y a pas de voie véritablement centrale. Attanasio a réussi à s'échapper. Donc Attanasio a pris une avance qui va peut-être lui permettre de rester dans le top 15. Alors, encore une fois, je ne sais pas vraiment comment il a fait, Romain Attanasio, parce que déjà, il n'a pas fait vraiment de vidéo. Deuxièmement, les fichiers météo n'indiquaient pas, nos fichiers météo à nous, hein, sur la carte du Vendée Globe, n'indiquaient pas forcément une situation de vent meilleure là où était Romain Attanasio. C'était pas grandement meilleur que là où il y avait Jean Le Cam ou là où il y avait les autres. La porte s'est ouverte. Romain Attanasio, c'est aussi un skipper d'expérience désormais. Donc il sait passer l'Atlantique Sud, hein, il a déjà fait le Vendée Globe, je rappelle. Donc voilà, il a réussi à trouver l'ouverture, ce qui lui permet là d'avoir un petit peu de vent. Alors faut pas qu'il mollisse, hein, Romain Attanasio, parce qu'il va falloir quand même continuer à cravacher, mais ça va, je pense, bien se passer pour lui. Désormais, il a réussi à trouver la solution, alors que derrière, on est toujours dans une zone avec peu de vent. Donc là, encore une fois, deux options. L'option Est, vous contournez la zone sans le vent, sauf que vous faites plus de chemin. Voie Ouest, vous passez en essayant d'éviter quand même le cœur de la zone sans vent. Donc vous essayez de passer un petit peu en décalé. Le problème, c'est que vous allez avoir du vent de face. Donc pas du vent forcément efficace pour les voiles. Donc il va falloir certainement faire des zigzags un peu dans tous les sens. Donc une voie un peu plus énergivore que celle-là au niveau des marins. Par contre, potentiellement plus courte en kilomètres, donc plus efficace de ce côté-là. Conrad Coleman, qui a quand même réussi à s'échapper. Marseille était dégoûté presque. Conrad Coleman ait réussi à s'échapper comme ça. Voilà, il a dit la porte s'est ouverte pour lui et il a réussi à trouver la solution. Conrad Coleman, il continue d'avancer parce que lui, il a un petit corridor devant pour le moment et il va le poursuivre, ce petit corridor du vent. Lui, il va pas trop buter pour le moment dans la molle. Conrad Coleman, donc je dirais qu'il peut peut-être revenir sur les Benjamin Ferré, sur Giancarlo Pedoté, sur ce petit groupe-là,
Donc il va falloir suivre ça attentivement. Par contre, pour le groupe Guéret Soudé, bah là on est dans un autre système météo. Je pense que Guirec va retrouver du vent. Ça va être plus compliqué pour Sébastien Marcel ou Widuc par rapport à leur positionnement, qui vont peut-être se faire dépasser en fait par Violette d'Orange et Arnaud Boissière, qui eux sont plus sur la stratégie de Guirec Soudé et qui essayent d'éviter de taper dans la zone de molle. Violette qui fait une très belle journée aujourd'hui en passant. Oliver R, le 29e à passer le Cap Horn, c'est dans à 19h ça sera fait. Et puis Antoine Cornic, lui, qui est en train de nouveau distancer Jin Kunshu, qui change un peu sa trajectoire. Et Antoine Cornic, lui, essaye d'aller un peu plus dans la dépression, un peu plus dans du vent fort pour le français avec Human Immobilier. Et puis derrière, eh bien, on retrouve du vent. Et là, la situation devrait vraiment être bonne pour Manuel Cousin et Fabrice Amédéo, et surtout Manuel Cousin qui redistance Fabrice Amédéo. 22 000 de mieux sur les 24 dernières heures. Ça fait quand même depuis une quinzaine de jours qu'il n'y avait pas eu un écart aussi important entre les deux. Et on retrouve Denise Van Winberg qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Les problèmes techniques sur les 24 dernières heures, eh bien, on va commencer avec Benjamin Ferré. Benjamin Ferré, petit problème, il l'accepte plutôt pas trop mal, ce problème-là. Benjamin Ferré, qui est 18e, deuxième des bateaux à dérive droite et peut-être même bateau bientôt en tête, devant Jean-Luc Ham, parce qu'il n'y a plus que 50 000 entre les deux. Benjamin Ferré a perdu son F0, le FR0, voilà, donc c'est le petit Genneker, en gros, du côté de Benjamin Ferré, donc voilà, qui a perdu sa voile. Alors il l'a dit, il l'accepte plutôt bien, Benjamin Ferré, parce qu'il a dit, il a compris dans le Vendée Globe qu'il faut accepter d'avoir des merdes. C'est peut-être ce que n'a pas compris un Jérémy Bayou, par exemple, on y reviendra. Mais Benjamin Ferré, il a compris qu'il fallait accepter les difficultés. C'est un Vendée Globe, c'est pas simple. Donc forcément tu vas avoir des merdes, forcément tu vas avoir des difficultés. Et le disait Benjamin Ferré, en fait, au départ, notamment mon problème de quille, j'ai presque un peu paniqué dans la situation dans laquelle j'étais. Et là, j'ai décidé d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus calme suite à mon problème. Ok, j'ai réussi à récupérer ma voile, elle n'est pas tombée à l'eau. Bon, bah maintenant, il va falloir que je trouve une solution pour réparer, mais en étant beaucoup plus zen. Voilà, dans son approche. Et je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Pourquoi je vous dis Jérémy Bayou? Parce que Jérémy Bayou, on fera un résumé quand même de ce Vendée Globe quand il arrivera, mais il s'est quand même tout le temps plaint. C'est-à-dire sur tout le Vendée Globe, il se plaignait tous les jours. C'est-à-dire il n'y a pas de vent, les conditions sont dures, les mecs de devant ont des meilleures conditions que moi, le poteau noir est difficile, j'ai eu un nuage pile sur moi. Enfin voilà, et je pense que ça c'est pas la bonne approche, parce que alors déjà, je pense que ça énerve un petit peu les gens qui te suivent, donc c'est pas forcément très bon en termes de sponsoring. Mais deuxièmement, je trouve que tu pars sur une approche un peu défaitiste et tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives pas à aller de l'avant parce que tu es toujours en train de ressasser ce qui s'est passé. Or, il faut essayer d'aller vers quelque chose de positif, vers le futur en fait qui peut être positif, et là tu ressasses tout le temps les trucs qui vont pas, gna 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 gna. Donc je pense que t'as pas trop le moral et c'est pas l'idéal, très clairement. Et Bayou il est 4e, voilà, il devrait se dire je suis 4e d'un Vendée Globe, mais non, à chaque fois il y a un truc qui va pas, il y a voilà, à chaque fois en fait ça a été il y a toujours un truc qui va pas quoi du côté de Jérémy Bayou, ce qui bon, à la longue en plus, quand tu écoutes toutes ces vacations et ces vidéos, commence à être un peu relou, pour ma part. Mais deuxièmement, je trouve que c'est pas la bonne approche pour... encore une fois, c'est un Vendée Globe, c'est dur. Donc quand il y a un truc tu sais que c'est dur, tu sais que tu vas avoir des emmerdes, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Donc il faut l'accepter. Au bout d'un moment, il faut le dire, c'est le jeu. C'est comme les mecs qui se plaignent que le Dakar, c'est dur. Bah non, tu viens au Dakar, tu sais que c'est dur. Après, faut l'accepter. Bah là c'est un peu pareil du côté de Jérémy Bayou. Ça fait penser à certains copilotes du Dakar qui disent oui, David Castera essaye de nous perdre. Bah oui, mais c'est un peu son objectif à Castera. Si la navigation c'était simple, bah on n'aurait déjà pas besoin de roadbook, on utiliserait un GPS et puis on irait d'un point A à un point B. Ça serait plus du rallye raid. Le rallye raid c'est de la navigation, donc forcément c'est dur. Bah là c'est pareil, un Vendée Globe c'est des problèmes techniques. C'est une course qui est simple. Si le Vendée Globe c'était facile, bah il y aurait plus d'intérêt à faire le Vendée Globe.
Ce qui rend le truc exceptionnel et ce qui rend le fait de finir déjà incroyable, c'est que c'est dur, un Vendée Globe. On poursuit. Donc c'est un problème de hook hein, pour Benjamin Ferré avec son fro. Donc il va être obligé de remonter au mât, mais pas tout de suite. Enfin, c'était pas prévu que ça se fasse tout de suite. Jin Kunshu, lui, est en train de réparer une voile. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a une trajectoire un peu différente en ce moment. Mais voilà, il a une trajectoire plus sud que Cornic. Peut-être parce qu'il y a moins de mer, non même pas, donc j'ai du mal à comprendre encore une fois. Après on n'a pas forcément les fichiers météo parfaits non plus. Mais voilà, Jin Kunshu qui répare sa voile. Il s'est pas plaint de son épaule plus que ça, donc ça veut dire que la situation je pense est stabilisée. Du côté de Jin Kunshu, on n'a pas plus d'informations de Clarisse Kremer, par exemple aussi avec son cou, avec son épaule, pour le moment. Et puis, mauvaise nouvelle pour Biotherm. Biotherm qui est dans la bagarre pour la 4e place avec Paul Meillat, qui faisait jusqu'à ce moment une belle course. Voile qui est à l'eau. Voile à l'eau pour Paul Meillat. On ne sait pas s'il l'a récupéré. Pour l'instant, on avait assez peu d'informations. Hein. C'était, on va dire, une dépêche du côté de Paul Meillat, mais il semblerait qu'il ait donc perdu une voile. On voit qu'il a changé de trajectoire, hein. Si vous voyez, il y a quelques minutes, là, il vient de changer de trajectoire. Paul Meillat, donc peut-être à cause de ce problème qui va peut-être le ralentir et ce qui va le faire distancer pour la 4e place et ce qui va rapprocher Lundven pour sa 6e place, donc 6e place en danger du côté de Paul Meillat. Puis Sébastien Simon, un problème de moteur, mais il disait, bon ça fait depuis quelques jours hein, qu'il a des problèmes de moteur, il a du mal à le démarrer. Bon, il disait, ne vous inquiétez pas, il va trouver une solution, de toute manière c'est pas un problème en ce moment, on n'est pas très loin de l'arrivée, déjà c'est ce qu'il disait. Deuxièmement, donc il peut se mettre en mode économie d'énergie. Voilà, donc pour économiser au maximum les batteries et ça c'est bien. En ce moment en plus il y a plutôt du soleil, c'est pas très nuageux. Donc ça veut dire qu'il peut recharger aussi avec les panneaux solaires, même s'il en a moins qu'un Conrad Coleman, ça recharge aussi. Au niveau de la mer, bon c'est un petit peu plus musclé, donc au niveau des hydrogénérateurs, et puis il faut voir dans quel état sont ces hydrogénérateurs, c'est peut-être plus difficile. Mais en gros, il ne faut pas s'inquiéter à cause de ces problèmes de moteur. Par contre, Sébastien Simon, il disait que il est un peu en galère au niveau de la nourriture, parce que là en fait, il a plus que des lyophilisés, parce que en fait son sac, le sac qu'il a en ce moment pour cette semaine, qui doit être son dernier sac en fait hein, de nourriture, simplement du côté de Sébastien Simon, eh bien c'est un sac qui avait été contaminé quand il avait eu une fuite de gasoil. Donc en fait la nourriture avait pris le gasoil et en fait il a pu sauver que ce qui était sachet vide, enfin sous vide, ce qui était lyophilisé, ce genre de choses. Tout ce qui est chocolat et tout ça a été contaminé par le gasoil, donc il ne peut pas le manger. Donc il peut manger que les lyophilisés, ce qui était en sac vraiment fermé. Donc, ce qui fait qu'il disait, bon bah c'est pas hyper agréable, parce que le lyophilisé c'est pas top, mais il disait qu'il a pu dormir énormément. C'est le cas aussi de Benjamin Ferré, hein. Parce que quand je vous disais qu'il ne s'est vraiment pas inquiété de son problème, Benjamin Ferré a fait une nuit de 11 heures. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il s'est réveillé 2 fois dans la nuit, mais grosso modo il a fait quasiment 11 heures de nuit d'affilée, Benjamin Ferré. Bon, on regarde le classement. Donc pour le moment, Johan Richomme qui est à 77 000 de l'arrivée. On va parler en 1000 par rapport à l'arrivée désormais. Donc voilà, 77 000 de l'arrivée pour Johan Richomme. Donc encore une fois, arrivée prévue pendant la nuit. Sébastien Simon, arrivée plutôt prévue mercredi dans l'après-midi ou jeudi pardon, dans la matinée pour Sébastien Simon. Avec Groupe Dubreuil, encore une fois une vitesse pas mal. Alors vous voyez, hein, Johan Richomme, comme il s'est rapproché de la Bretagne, forcément il ne va plus très vite. Par contre, ça va vite du côté de Sébastien Simon. Encore 430 000 de parcourus sur les 24 dernières heures. Derrière, on retrouve Jérémy Bayou, Monsieur Grognon, Jérémy Bayou, mais qui avance quand même. Hein. Il avance plus vite que Gouchai. Il avançait également plus vite que Paul Meillat. Donc, encore une fois, les conditions sont plutôt bonnes pour lui. Ça avance. Bon, il va y avoir maintenant des conditions un petit peu moins rapides. Il faudra se méfier de Nicolas Lundven qui est derrière, et surtout de Justine Métro, avec l'ancien Charal, qui elle, en ce moment, carbure énormément, Justine Métro, et qui revient
à une cinquantaine de... Enfin, qui est même revenue en fait hein, sur Thomas Ruyant et Boris Herrmann. Elle est passée devant eux, mais elle va peut-être pouvoir augmenter son avance. Hein, il y a une vingtaine de milles d'écart et ça va peut-être aller encore plus vite parce qu'en ce moment, ça se passe bien pour elle. Et elle rattrape même un Nicolas Lundven. Là, il y a une centaine de milles d'écart avec Nicolas Lundven. Derrière, on retrouve donc Clarisse Kremer. Clarisse Kremer qui est donc en tête de ce petit groupe, mais on voit Benjamin Dutreux n'est pas très loin. C'est même la bagarre entre Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux. Benjamin et ses drôles de dames qui essayent de passer devant et qui a fait encore une super journée, hein, 474 000 face à Samantha Davis et Clarisse Kremer. C'est vrai que Samantha Davis... c'est surprenant, hein, Initiative Cœur, parce que Initiative Cœur avait été plutôt rapide sur les sorties avant le Vendée Globe. C'était un bateau qui était plutôt performant, et même j'avais dit lors de la présentation, c'est surprenant pour un bateau Initiative Cœur. D'habitude, c'est des bateaux qui sont plutôt fiables, mais pas très rapides. Sauf que là, du côté de Samantha Davis, sur ce Vendée, il n'y a pas forcément eu des grosses pointes de vitesse. Alors elle a toujours été dans le match, mais c'est vrai que pour un bateau neuf, parce que je rappelle que Initiative Cœur était un bateau neuf, au final, c'est le dernier bateau neuf, hein, si on enlève les concurrents qui ont abandonné. Donc ça montre qu'en termes de vitesse pure, ça n'a pas forcément été idéal pour elle. Romain Attanasio, donc là, qui a pris 200 000 d'avance sur tout le monde avec son choix qui a été efficace, 250 000. Les autres sont à l'arrêt, hein, voilà, 166 000. Damien Seguin, 160, 180, 134 pour Jean Le Cam, 120. Voilà, ils sont tous à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de vent en ce moment, donc c'est pas vraiment hyper efficace. Sauf Tanguy Le Turquet, j'avais pas vu 300 000 quasiment de parcouru. Là, par contre, voilà, il tombe sur les mêmes vitesses que ses petits camarades, mais il a réussi à revenir sur Benjamin Ferré. Et puis donc Conrad Coleman, qui en ce moment bat à 350 000. Donc c'est-à-dire qu'il a repris 100 000 par rapport à Benjamin Ferré, 4006, 4009, il y a 300 000 d'écart. Donc ça revient. Et puis derrière, Guirec Soudé, un petit peu seul au monde. Et puis, vous voyez, Arnaud Boissière, 315 000 quasiment de parcouru, 281 pour Violette d'Orange, et qui vont beaucoup plus vite que Sébastien Marseille, complètement arrêté, Louis Duc et Kojiro Shirashi. Et puis derrière, Oliver R avance, encore une fois, vers le Cap Horn. 333 000 pour Oliver R. Et puis Antoine Cornic à peu près dans les mêmes vitesses, 335 000, donc plus rapide que Jing Kunshu, 274. Et puis Manuel Cousin a bien réaccéléré, hein, quasiment en 275 000 aussi, lui, de parcouru. Et une vitesse donc, qui est plus importante que 3000 de plus, voilà, que Amédéo. Et puis Denis Van Winberg qui clôture ce classement, mais encore une fois une journée à plus de 200 000 pour lui. On regarde désormais les statistiques sur les dernières heures. On essaye de voir si du côté de Biotherm on a des anniversaires. Non, on n'a pas plus d'informations pour le moment du côté de Biotherm. Du côté des statistiques sur les dernières 24 heures, c'est Benjamin Dutreux qui a fait le plus de 1000 devant Clarisse Kremer et Samantha Davis. Justine Métro est 4e, donc elle va plus vite que Sébastien Simon 5e et surtout que Jérémy Bayou. En gros, Justine Métro a fait 150 km de plus que Jérémy Bayou. Paul Meillat est 7e devant Conrad Coleman, premier bateau à dérive droite 8e devant Sam Goodchild et Antoine Cornic dans le top 10 aujourd'hui du côté du français. Désormais, Denis Van Winberg est à 9000 milles de l'arrivée, donc c'est sa distance on va dire par rapport à Charlie Dalin. Et donc Charlie Dalin a battu le record d'Armel Lecléage de 9 jours, 8 heures, 12 minutes et 57 secondes. Donc nouveau record désormais. 64 jours, 19 heures, 22 minutes, 49 secondes. C'est plus rapide que le dernier de la Arkea Ultimate Challenge l'an dernier, qui avait mis 68 jours. Oui, il a été plus rapide qu'un multicoque sur un tour du monde. Alors, c'était pas les mêmes conditions climatiques, mais c'est pour vous dire quand même que ça a été très vite du côté de Charlie Dalin. En fait, son bateau va aussi vite qu'un multicoque d'il y a 20 ans. En gros, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est qu'un multicoque d'il y a 20 ans allait à la même vitesse que Charlie Dalin. Charlie Dalin, même si on regarde les records du Jules Verne, même. Jules Verne. Trophée. Hop là. Est-ce que j'ai une page Wikipédia? Oui. Si on regarde les Jules Verne,
il a été aussi vite, Charlie Dalin, que, au niveau des tentatives, que Geronimo, Orange, voilà, que le bateau Orange. Le premier Orange, emmené par Bruno Perron, a été aussi vite, donc le record de 2002 du Tour du Monde en équipage, et quasiment la même vitesse que Charlie Dalin. Voilà, 64 jours, 8 heures, 37 minutes en 2002, bah, on est quasiment sur les mêmes vitesses. Donc impressionnant quand même du côté de la vitesse de Charlie Dalin. Voilà, encore une fois, c'est un multicoque. À l'époque, il y avait quand même des concurrents à l'intérieur de ce bateau. Donc il y avait Bruno Perron, Yann Eliès, Ronan Le Goff, Yves Le Blévec, Sébastien Josse. Voilà, parmi les concurrents un petit peu connus. Voilà, les navigateurs un petit peu d'expérience. Et Bruno Perron, donc le frère de Loïc, qui a souvent fait des tentatives comme ça de record du monde. Donc voilà, impressionnant. Et à l'époque, ils étaient 13 sur le bateau. Voilà, 13 sur ce bateau-là. C'est presque les tentatives avec le plus de mecs à l'intérieur du bateau. Donc impressionnant. Voilà. Si on regarde du côté du Vendée, bah oui, ça a été un Vendée incroyable. Et Charlie Dalin, quand on regarde, bah, il fait un record entre Bonne Espérance et Cap Lewin, où il fait plus rapide que Michel Desjoyaux d'un jour. Enfin de quelques heures, d'une dizaine d'heures à ce moment-là. Mais il est aussi plus rapide entre Équateur et Bonne Espérance à l'aller. Armel Lecléache, il colle une journée à Armel Lecléache. Donc en fait, à part la première partie de course où ça a été plus long, jusqu'à l'Équateur, ce départ entre les Sables d'Olonne et l'Équateur où ils ont mis 2 jours de plus, ensuite il a tout le temps été plus rapide. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Charlie Dalin, il ne fait que 14 jours pour faire Cap Lewin, Cap Horn, contre 17 pour Gabard et 18 pour Lecléache. Il a tout le temps été plus rapide sur tous les différents tronçons. Donc bravo du côté de Charlie Dalin. Et aussi, pour ceux qui voulaient savoir la distance qu'il a parcouru Charlie Dalin par rapport à Armel Lecléache, eh bien il a fait 200 000 de plus. Donc malgré le fait qu'il ait fait 200 000 de plus que Armel Lecléache lors de son record en 2017, eh bien il lui colle 10 jours dans la tête. Ce qui fait que la moyenne de Charlie Dalin, c'est 17 nœuds 79, et si on reprend là encore le trophée Jules Verne, avec cette moyenne-là, à 17 nœuds, eh bien c'est le record de 2005, c'est-à-dire le record de Orange 2. Parce qu'en 2002, Orange avait fait moins de nœuds, parce qu'ils avaient fait moins de 1000, tout simplement. Donc la moyenne sur le parcours était moins bonne. Pour avoir encore une fois une même moyenne à cette vitesse-là, c'est Orange 2, qui était donc un catamaran. Mais il faut vous dire que donc les multicoques d'il y a 20 ans, c'était la vitesse aujourd'hui des IMOCAD actuels. Donc c'est impressionnant le gain de performance qu'on a eu quand même du côté de la voile. Bon, les prochaines estimations d'arrivée. Donc ce soir, cette nuit pour Johan Richomme, on nous indique entre 17h et 23h, ça a même dû se décaler. Voilà, c'est entre 21h et 3h du matin désormais. Pour Sébastien Simon, donc le 16 en fin d'après-midi, donc c'est-à-dire jeudi en fin d'après-midi ou vendredi matin. Jérémy Bayou à Justine Métro entre le 23 et le 25, entre le 25 et le 27 toujours entre Clarisse Kremer et Samantha Davis. Romain Athanasio et les petits copains avec lui entre le 31 et le 2 février. Et de Isabelle Yoshko à Tanguy Turquet, on nous indique entre le 4 et le 7 février pour le moment. Et vers le 2 mars pour Denise Van Winberg. Voilà, hein. Donc il a encore une fois 5 jours d'avance par rapport à la fermeture de la ligne d'arrivée. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!